Avec Toupargel, leader de la livraison à domicile de produits surgelés, partez à la découverte de Terre de France. Le domaine de Chamarande, ce nom vous dit peut-être quelque chose si vous avez été scout dans votre enfance, mais aujourd'hui il s'y passe plein d'autres choses. D'ailleurs, vous voyez, il y a un requin derrière moi. On vous explique tout de suite pourquoi. Je m'appelle Charlotte et je trouve qu'on vit dans un pays formidable. Les terroirs, la gastronomie, les paysages. Mais ce que j'aime le plus, sans doute, c'est les rencontres. Si comme moi, vous êtes convaincus que les plus belles découvertes se font souvent au bout de la rue, alors nous sommes faits pour nous entendre. Vous allez le voir, cette balade au domaine de Chamarande nous réserve de jolies surprises. Nous sommes à 35 km au sud de Paris et il y a le château, bien sûr, mais surtout un parc de 98 hectares labellisé Jardin remarquable. Autant de trésors à découvrir ici et en plus, la visite est gratuite. Depuis 1978, le domaine est la propriété du département de l'Essonne et c'est en compagnie de Christophe, le directeur des lieux, que je commence la journée. Christophe, c'est joli cette petite balade. On a le château juste derrière nous et puis donc on est dans le domaine de Chamarande qui est immense. C'est grand comment en fait? Alors le domaine en lui-même, il fait 98 hectares. Donc c'est vrai que c'est très vaste. On a le temps de se promener quasiment pendant toute la journée avant d'en avoir fait le tour. Et puis l'originalité de ce site, du domaine départemental de Chamarande, c'est qu'on peut s'y promener pour plusieurs buts. On peut s'y promener pour découvrir le patrimoine, avec le château effectivement qui date du XVIIe siècle, avec l'orangerie dont on est en train de se rapprocher, qui elle date du XVIIIe. Il y a une trentaine de bâtiments en tout sur le site, c'est conséquent. On peut aussi y découvrir la nature. Et puis il y a une troisième dimension importante dans ce site, c'est la dimension artistique et culturelle. Avec tout un programme tout au long de l'année. Ce programme, ce sont des expositions d'art contemporain. Il y a l'artiste Philippe Pasqua, dont on découvrira une œuvre juste tout à l'heure. Et puis, il y a également une saison de spectacle, qui a commencé d'ailleurs ce dimanche, avec du spectacle vivant, de la danse, du théâtre, de l'art de la rue, etc. Quand on arrive près de l'orangerie, on est accueilli par cette sculpture qui est très impressionnante, et notamment par sa couleur, son aspect, qui est dû à quoi? Alors en fait, la sculpture qui s'appelle Vanité, et qui est une sculpture de Philippe Pasqua, eh ben, elle doit sa couleur au fait qu'elle est en bois et qu'elle a été brûlée. Ah, c'est bien ça, hein? Par Philippe Pasqua lui-même, ici. Et donc juste derrière cette œuvre, c'est l'orangerie, c'est ça? C'est ça. Tu nous emmènes? Eh bien, allons-y. Le jardin de Chamarande, il a toujours été conçu comme un jardin d'agrément. Et donc l'objectif des différents propriétaires, c'était à la fois de pouvoir avoir un espace où on peut abriter des plantes qui ont besoin d'être dans un espace plus chauffé, par exemple, et puis aussi d'y abriter les plantes qui ne peuvent pas rester dehors l'hiver. D'accord. Donc par exemple les orangers que d'ailleurs on retrouve dehors. Qu'on retrouve dehors. Et alors l'orangerie maintenant elle est devenue un espace d'exposition. Là en l'occurrence l'exposition qu'on accueille actuellement de l'artiste Philippe Pasqua se passe vraiment partout. C'est un choix, c'est autant au château qu'à l'orangerie que dans le jardin. Et ici moi j'aime beaucoup cet espace avec ces deux tableaux très monumentaux, très impressionnants. En vis-à-vis comme ça. Qui représente qui d'ailleurs, on sait? Alors oui, ce sont Vanessa et Philippine, qui sont les mères des enfants de Philippe Pasqua. Étonnante ces œuvres de Philippe Pasqua, non? Pour en savoir un peu plus sur cet artiste, il faut entrer dans le château. Je vais y retrouver Julie, elle est responsable des collections et des expos. Alors comment s'appelle cette pièce? Le Salon Blanc. C'est un salon 18e qui était notamment un salon de musique en fait, qui est très ouvert sur le paysage, donc avec toutes ces fenêtres, et puis le miroir qui redouble aussi l'effet très ouvert comme ça sur le jardin. Là, on consacre une exposition monographique
à donc Philippe Pasqua, qui est un artiste français. Et l'exposition qui est présentée au domaine donc, se déroule depuis le 31 mai jusqu'au 30 décembre. Elle s'intitule Allegoria et elle se déploie sur le domaine. D'ailleurs, il faut préciser aussi que c'est gratuit quand on vient ici, qu'on veuille juste se balader dans le parc ou qu'on veuille rentrer dans le château, visiter l'expo, ça restera gratuit. Tout à fait. Alors les œuvres qui sont présentées dans cette salle, dans ce salon blanc, on retrouve pas mal d'enfants, c'est des collages. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces Alors on peut appeler ça une installation parce que Philippe a fait une série de collages. C'est une pièce qui est assez intime aussi puisque c'est sa famille en fait qui est sur ces collages. Et d'ailleurs quand j'ai demandé le titre, puisqu'il avait conçu les collages séparément, puis là il a souhaité exposer ces 4-là, il m'a dit en rigolant, on va l'appeler la famille. Et c'est vrai que ça représente tout à fait sa famille, donc à la fois sa compagne, ses enfants. On a également de la photographie et du coup, ce mélange à la fois de dessin, de peinture, de photographie, ça crée de la matière, ça crée du volume. En plus, il a choisi de faire des encadrements qui sont comme des boîtes. Et du coup, on retrouve aussi un peu l'idée du volume de la sculpture qu'on peut aussi ça crée de la vie aussi. Oui, complètement. Alors Julie, quand on vient à Chamarande, on peut aussi rencontrer une autruche. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette autruche? C'est une œuvre qui représente quoi? Alors, Philippe Pasqua a beaucoup peint et dessiné des corps humains. Et depuis quelques années, il a réorienté son travail, alors il fait toujours de la peinture et du dessin évidemment, mais sur la sculpture, la 3D. Donc il a fait des grosses pièces qu'on peut voir, dont on peut voir certaines dans le parc, qui représentent des animaux. Et puis il a le requin, c'est ça? Oui, le requin par exemple. Et puis la tortue. Et la tortue. Et c'est vrai qu'on sent qu'il y a une conscience même écologique. Oui, au départ, ces œuvres ont vraiment été créées par rapport à cette conscience écologique, la pollution des mers, l'océan qui devient... pas une déchetterie, mais pas loin. Mais pas loin quand même. Et donc il a fait aussi une petite série, on va dire, de quelques pièces à partir d'animaux naturalisés. Donc comme ici l'autruche, dans ce donc lit. Donc ça c'est vraiment une vraie autruche. Oui, c'est une vraie autruche. Et donc ici dans cette pièce, on a voulu, Philippe a voulu faire un peu une sorte de chambre d'enfant. D'accord. Donc les deux œuvres se répondent. Exactement, parce que là on a donc ce portrait d'Orso et son fils. Et puis l'autruche qui peut être aussi un peu comme le doudou de l'enfant, mais la version immense, et toujours avec beaucoup... en fait, dans le travail de Philippe, il y a un côté qui est assez noir, assez dur. Il y a un côté qui peut être assez enfantin, et puis on a aussi il a aussi beaucoup d'humour. On se retrouve dans une autruche, une vraie, donc naturalisée. On se demande pourquoi poser dans ce lit de bébé, et puis si on lève la tête, on voit qu'elle a un préservatif dans la bouche. Donc voilà, c'est un petit peu l'humour pinçant, on va dire, de Philippe. Julie m'entraîne ensuite un peu plus loin du château pour visiter la fabrique. C'est le nom de ce bâtiment qui accueille le Fonds d'art contemporain du département. Ici, près de 300 œuvres sont entreposées. Julie, on a la chance de découvrir, grâce à toi, un lieu un peu particulier. Alors on le voit, il est particulier parce qu'on entend des ventilations, parce qu'il y a une lumière un peu jaune. Qu'est-ce qui se passe ici? Alors ici, on est dans des réserves d'œuvres d'art. Donc les réserves de la collection du FDAC de l'Essonne. Donc le FDAC, c'est le Fonds départemental d'art contemporain de l'Essonne. Donc c'est une collection publique d'art contemporain qui appartient au département. Et donc chaque année, on acquiert des œuvres pour cette collection. Donc pour les conserver du mieux possible, il y a des normes de conservation qu'on respecte au maximum. Donc à la fois la ventilation, c'est parce qu'il faut une certaine température et un certain taux d'humidité relative, donc en fait c'est l'humidité qui est dans l'air. Il faut également que les œuvres soient protégées des rayonnements ultraviolets, infrarouges, d'où ces lumières jaunes, puisqu'on a des filtres sur
sur les luminaires. La création contemporaine est très riche en médias, c'est-à-dire que les artistes, ils utilisent toutes sortes de matériaux pour créer leurs œuvres et ça donne des formes plastiques qui peuvent être tout simplement une peinture, qui peuvent être tout simplement une photographie, un dessin, mais qui peuvent être aussi des installations très grandes. Je quitte Julie et la fabrique pour retourner au château. Pierre m'attend pour me parler de son histoire et de ses différents propriétaires. Pierre, ce château, il est magnifique et il a l'air très unifié. Est-ce qu'il a toujours été comme ça? Quasiment. Le château tel que vous le voyez est quasiment dans son aspect d'origine. La construction s'est achevée en 1654 et à part la galerie d'accès au rez-de-chaussée, qui a été rapportée au 19e siècle, du temps du duc de Persigny, il est dans son aspect de 1654. Et qui est la personne qui l'a construit ou qui l'a fait construire? Alors, surtout un financier de l'entourage de Louis XIII, Henri IV, du nom de Pierre Méraud, et plus exactement sa veuve et ses enfants, juste après la Fronde. Donc dans le style début du règne de Louis XIV, avec un semblant de Louis XIII, donc qui paraissait déjà un petit peu démodé, pierre et brique, un peu comme le style Henri IV, Louis XIII, comme on trouve sur la place des Vosges ou sur le pont près du Pont-Neuf, place Dauphine, même si on voit que les briques ont été rapportées pour faire donner cette vision de brique et pierre. En fait, il est en pierre. Et donc c'est un style qui, en 1654, quand il a été achevé, était déjà un peu démodé. Ce qui, en revanche, est extraordinaire, c'est qu'il y a une unité. Et ensuite, les propriétaires ont été différents. On est resté dans l'entourage du roi ou comment ça s'est passé? Alors oui, il y a une famille qui l'a possédé pendant très longtemps. Ce sont les Talaru, qui au début s'appelaient d'Ornaison, qui était une famille du Forêt, aujourd'hui dans le département de la Loire. Et donc c'est une famille qui a de l'importance parce que d'abord elle est restée propriétaire plus de 160 ans, jusqu'à vers 1850, ce qui est quand même assez remarquable malgré la coupure de la Révolution. Et c'est cette famille-là qui a embelli le domaine en faisant appel au jardinier Pierre Contant d'Ivry au XVIIIe et qui a construit le potager, l'auditoire, le belvédère, le jeu de loi, et j'oublie en tout cas certaines fabriques qui sont typiques du XVIIIe et qui ont aussi une certaine unité avec ce château. Ce château est connu et est resté ce domaine un peu est dans connu l'histoire pour aussi, avoir abrité les scouts. Tous les gens qui ont entre 90 et 40 ans à peu près connaissent Chamarande pour ça aussi, voire sont venus y camper, faire un camp jusqu'aux années 50, 60 parfois. Entre la guerre, les scouts et la période actuelle, le département de l'Essonne en est propriétaire depuis juste 40 ans, 1978. Il faut mentionner un autre grand homme, et c'est le dernier propriétaire avant le conseil général, conseil départemental. C'est Auguste Mion, qui était un Italien, qui a décidé d'implanter à la fois son lieu de vie, il habitait une partie du rez-de-chaussée et du premier étage avec sa famille, et le siège social de sa société, en sachant qu'il voulait que les gens vivent leur métier, mais vivent aussi leur vie de famille, d'individus, et puissent se former, d'où toute une série de constructions, notamment de villas de différentes tailles pour les ingénieurs, les contremaîtres, les ouvriers, etc. On en voit dans le parc encore quelques-unes. Et puis surtout un centre qu'on pourrait qualifier de socio-culturel avec une bibliothèque, il y avait une piscine devant, un dispensaire, une école de formation comme certaines grandes entreprises le font ou le refont. Donc avec vraiment, le paternalisme social, vivre et travailler sur le domaine. Il y avait, dans les années 60, il y avait à peu près une soixantaine de familles, donc ce qui faisait 200 à 300 personnes sur un village d'à peine 1000 habitants. En plus d'être incollable sur l'histoire du château, Pierre est également directeur des archives départementales. Des archives qui sont situées ici, sous la cour du château. C'est assez étonnant, alors Pierre me propose de le suivre à travers les kilomètres de documents entreposés ici. Dans un lieu comme Chamarande, on ne peut pas construire un bâtiment aérien. Oui. Donc il a fallu trouver un subterfuge, et le subterfuge, ça a été de creuser l'une des cours, la cour des communs, pas celle du château, et de faire un trou de 30 mètres de profondeur. D'accord, donc des étages comme ça, il y en a 8 combien? étages, 8. On est au premier niveau sous la cour et il y en a encore 7 sous nos pieds qui vont jusqu'à 23 ou 24 mètres sous terre. D'accord. Donc c'est comme un parking souterrain. En fait, il y a 8 niveaux de 4 grandes salles comme celle-ci. Combien de documents, on sait? On ne chiffre pas le nombre de documents, on chiffre en métrage linéaire d'archives, et quand on ajoute les mètres, ça fait des kilomètres, et ici, il y a à peu près 18 km d'archives. Ah oui, quand même. Dans une capacité de 30 km à peu près de conservation. Alors le document le plus ancien, le voici. Il est de 1132. Aujourd'hui, c'est un document comme beaucoup d'autres qui fait partie du patrimoine départemental, qui permet de faire l'histoire, en l'occurrence l'histoire d'une abbaye de Hyères, une abbaye de bénédictines qui était très importante au Moyen-Âge et sous l'Ancien Régime. Mais ça nous rappelle que les archives sont d'abord tenues et conservées pour faire la preuve, pour permettre à un citoyen, à une communauté, à l'État, à un service, à une commune, de faire valoir ses droits.
Ce qu'il possède, ce à quoi il a droit. Le document le plus ancien conservé dans tous les services publics d'archives, c'est toujours une même histoire, c'est toujours un seigneur, ici c'est le roi, des religieux ou des religieuses, et une histoire d'argent ou de droit. C'est toujours la notion de preuve, et évidemment c'est ce qui permet ensuite de faire l'histoire, la grande et la petite. Je vous le disais tout à l'heure, le parc, c'est 98 hectares de jardins, d'arbres, de pièces d'eau et autres lieux qui, vous allez le voir, sont assez étonnants. Je pars en promenade avec Sandrine et première étape, la glacière. Oui, vous avez bien entendu, une glacière. Juste à gauche, là, tu vas pouvoir découvrir cette fameuse glacière. Qui est l'une des 7 fabriques que Pierre-Quentin d'Ivry a réalisées sur le domaine. Et elle a un volume assez conséquent puisque là, tu as un petit couloir et derrière, tu as un puits qui permet d'accueillir un volume de près de 150 mètres cubes de glace. Et donc, d'après les registres que l'on a conservés, on sait que des ouvriers étaient détachés lorsqu'il faisait très froid en hiver et que les canaux étaient tout gelés pour casser la glace et venir la porter dans la glacière. Et donc il fait froid en fait, en dessous, c'est ça? Il faisait très froid, mais à la belle saison, ça pouvait monter jusqu'à 4 degrés. D'accord. Du coup, on estime une perte de 50% du volume. Mais le volume qui restait suffisait largement à satisfaire les propriétaires lorsqu'ils venaient séjourner les week-ends. Deuxième étape de cette promenade étonnante, le jeu de loi. Un jeu de loi grandeur nature. Alors le jeu de loi, ça se joue avec 2 dés. Ouais. C'est un jeu qui se développe sur 63 cases et qui aurait été inventé pendant la guerre de Troie par Paladème, puisque pendant le siège de Troie, le siège a duré très longtemps. Et pour que les militaires conservent du tonus, il a imaginé ce jeu avec des cases actions pour qu'eux puissent avoir une pratique militaire. Sachant qu'il y avait un crieur qui était au milieu, sur le pavement central, qui jetait les dés et qui disait « Monsieur le duc 2 avance de 4 cases, Madame la duchesse 2 avance de 5 cases ». Et ainsi se jouait le jeu de plein air. Là, on arrive sur la case bois. Qu'est-ce qui m'arrive? Eh bien là, tu peux rejouer, Charlotte. Ah super! Pour avancer. Je continue. Après une petite partie avec Sandrine, je retourne à l'intérieur du château pour y faire la connaissance d'Aurélie Gros. Elle s'occupe de la culture et du tourisme au sein du département de l'Essonne. Elle m'attend devant ce tableau d'Hubert Robert qui représente le château à la fin du XVIIIe siècle. Aurélie Gros, le domaine de Chamarande pour le département, qu'est-ce qu'il représente? Alors pour le département, c'est un domaine emblématique pour la simple et bonne raison, c'est que ça représente un peu le cœur névralgique de la politique publique culturelle du département de l'Essonne. D'accord. C'est ici que tout se passe, c'est ici que l'on fait nos expositions, c'est ici qu'est lancée la saison culturelle du département et c'est ici que se rejoignent aussi grand nombre de nos associations culturelles, de nos partenaires. Voilà, c'est un peu le domaine de la culture en Essonne. Il y a une fondation aussi qui est assez nouvelle. On a créé une fondation Essonne Mécénat qui est abritée par la Fondation du patrimoine et on est le seul département aujourd'hui à avoir créé une fondation abritée par la Fondation du patrimoine qui nous permet de récolter des fonds supplémentaires en vue des différentes restaurations. Ça a été le cas. Première réalisation, le jeu de loi que vous avez pu admirer tout à l'heure. Alors qui sont les mécènes? Ça peut être des personnes ou des entreprises? Ça peut être des personnes, des entreprises, vous. On va y réfléchir. Voilà, vous avez une urne juste derrière au cas où. Voilà, donc ça peut être n'importe qui s'intéresse en tout cas et qui est attaché à rénover le patrimoine français. La journée s'achève déjà au domaine de Chamarande et je dois avouer que je resterai bien une journée de plus pour flâner dans le parc. Je pars donc en quête d'un endroit où passer la nuit. Et pas très loin du château, au bout de cette toute petite impasse, je découvre le gîte du potier. Et ma curiosité m'incite à pousser la porte. Jean-Pierre et Dominique, vous êtes installés à Chamarande depuis très longtemps. Qu'est-ce qui vous a plu ici, Jean-Pierre? C'est la nature. Et puis les vieilles bâtisses, les vieilles pierres. Ça, j'avais toujours rêvé de retaper une maison campagnarde. Et là, on a trouvé une maison dans son jus. Bon, il y avait tout à faire, c'est sûr.
Mais quelle beauté, toutes ces pierres, et puis ces angles variés, enfin biscornus. Enfin bon, on a tout de suite senti qu'il y avait un potentiel à retaper, à faire quelque chose d'humain, de chaleureux, et on s'est lancé dans dans l'aventure. Dans l'aventure. Et le gîte, c'est venu plus tard, Dominique? C'est une aventure qui a commencé quand? C'est une aventure qui a commencé il y a 7 ans. Donc là, c'était le plaisir aussi d'avoir des contacts avec des gens variés et puis pouvoir leur parler de notre région, de la proximité de Paris. Jean-Pierre, quand on vient ici à Chamarande et qu'on s'arrête par exemple chez vous, qu'est-ce qu'il y a de chouette à faire quand on est là pour le week-end ou pour quelques jours? Je dirais il y a quand même le domaine de Chamarande qui est quand même incontournable. Moi, je l'aime beaucoup, ce domaine. Alors, il y a un autre truc chouette qu'on peut faire ici, puisque Jean-Pierre, tu as une passion qui est devenue une activité professionnelle et dont tu fais profiter aussi tes hôtes, c'est ça? Ah oui, bien sûr, oui. Quand on a des hôtes qui ont envie de toucher un petit peu à la terre et tout, je les invite vraiment à venir déjà visiter l'atelier et puis ensuite... Parce qu'ici, c'est le gîte du potier. Voilà. Et donc, voilà, je leur fais tourner un petit vase ou bien on fait un petit modelage. Donc, ils ont leur souvenir matériel du gîte du potier. Ah, c'est sympa. Quand on fait de la poterie, l'histoire, elle commence ici, c'est ça? Voilà, oui, voilà. Sur ce plan de travail, je prends un petit morceau de terre et je commence à le malaxer. Alors là, ça rappelle le geste du boulanger ou du pizzaiolo. Alors l'objectif, c'est quoi? C'est de la ramollir? Voilà, de la rendre un petit peu plus souple. De la réchauffer? De la réchauffer et puis d'évacuer un petit peu toutes les bulles d'air qu'il peut y avoir dans la masse et qui risqueraient de faire casser la pièce lors de la cuisson. D'accord. Alors on appelle ça la tête de bélier, faire la tête de bélier. Ah oui, effectivement. Ou la tête d'alien un peu. Ah oui. Faudra que je dise ça professionnel. Voilà. Là, je la transforme. Ah oui, ça devient rond. Voilà, comme une boîte de conserve. Et là, maintenant, je vais pouvoir passer sur le tour. Alors là, donc, je prends mon pâton de terre. Je le colle au milieu et le tournage commence. D'accord. Alors, il tourne un petit peu dans tous les sens, il n'est pas centré. Donc, il faut, dans un premier temps, que je centre ma terre en serrant fortement. Donc là, ça y est, j'ai centré la terre pratiquement. Ah oui, ça bouge très rapidement en fait. Oui, oui. Donc là, je monte une quille de terre pour achever le centrage. En fait, c'est presque un geste... Oui, c'est un geste de créateur. Oui. Bon, là, il faut physiquement déjà bien assurer. Bon, il ne s'agit pas d'avoir les bras de Rambo, mais il faut bien tenir sa patte. Ah ouais. On remarque que la vitesse s'échapper. Jean-Pierre a un physique qui lui permet. Voilà, oui, j'ai tourné plusieurs Rambo, on ne le sait pas, mais oui, finalement. Qu'est-ce que tu aimes en fait dans cette activité? C'est le changement presque immédiat, oui. C'est une matière vivante, l'argile. Quand je parle avec elle, enfin par l'intermédiaire de mes mains, des fois elle veut bien, des fois elle veut pas, des fois elle rechigne un petit peu, elle fait ses petits caprices. Et moi je suis là pour lui dire, soit être ferme, et lui dire, bon, tu te tiens droite et puis tu arrêtes de m'embêter. C'est presque une relation de couple, là. Oui, ou de père à enfant, enfin oui, c'est... Voilà, il y a une maquette à l'extérieur qui appuie, l'autre maquette à l'intérieur qui appuie aussi. Et tu vois, hop, on monte comme un bourrelet, là, tu vois, on le voit monter, là. On voit bien, et voilà. Et la pièce, elle change de hauteur. C'est magnifique, oui. En un rien de temps. Maintenant qu'on a une forme qui est jolie, enfin que moi je trouve jolie en tout cas déjà, qu'est-ce que ça va devenir ensuite? Alors, une forme comme ça de base, soit je fais un col là comme ça
et je lui colle une anse derrière et ça me fait un pichet campagnard. Ouais. Après, il faut que je retourne ma pièce pour tailler un peu le fond, Ah pas oui. qu'il soit trop épais. Et ensuite, je peux faire un petit décor avec des engobes ou des gravures. Et après, je laisse sécher la pièce, je la mets dans le four une première fois. Et ensuite, je la passe dans un bain d'émail pour qu'elle soit bien brillante après une deuxième cuisson. Et voilà. Et voilà, et ensuite on repart avec son petit pot ou sa petite forme. C'est génial. Exactement. Ben, merci Jean-Pierre pour cette initiation rapide à la poterie. Je peux toucher? Vas-y. Ouais, j'ai un peu déformé. Ça colle un peu. Hein. On repart donc avec une poterie de Jean-Pierre et l'envie de revenir ici à Chamarande. Si vous voulez revoir cette balade et avoir nos bonnes adresses, direction terredefrance.tv. C'était Terre de France avec Toubargel, leader de la livraison à domicile de produits surgelés.